Antonio, oui monsieur. Comment allez-vous? Je vais bien, vous savez, compte tenu des circonstances, aussi bien que possible, mais je vais bien. Comment s'est passé ces dernières semaines? C'est vraiment un ajustement, vous savez, venir dans un nouvel établissement, déménager à nouveau et tout ça, se mettre à l'aise autant que possible ici, rencontrer de nouvelles personnes et enfin passer à la population et ne pas être isolé comme je l'ai été presque tout le temps. C'est donc un nouvel ajustement, mais ça se passe bien jusqu'à présent. Comment s'est passé le fait d'être seul jusqu'à ce que tu sois transféré dans la population générale? Honnêtement, depuis ma jeunesse jusqu'à aujourd'hui, j'ai toujours été dans une cellule pratiquement 23 heures par jour, 24 heures par jour en fait, alors je me suis habitué à être seul. Cela ne me dérange pas vraiment, mais vous savez, le fait d'avoir une cellule pour la journée est une chose à laquelle je me suis habitué. Mais Dieu m'a placé dans une bonne situation avec un bon gars et les choses se passent bien. Pourquoi vouliez-vous nous parler aujourd'hui? J'ai l'impression qu'il est important pour moi de pouvoir enfin parler, vous savez, au cours des 7 dernières années, avec le procès et les choses comme ça et la lutte contre l'affaire. Mes avocats ont estimé qu'il était préférable pour moi de ne pas parler. Donc j'ai suivi leur exemple et maintenant que nous en sommes là, vous savez, j'ai senti qu'il était temps pour moi d'être capable de dire ma vérité. Parlons donc de votre vérité. Il y a eu 3 procès. Les 2 premiers sont des jurys suspendus. Au 3e, le plus récent, vous êtes condamné pour avoir tué vos 2 parents. Tout le monde veut savoir pourquoi vous avez tué vos parents. Je ne crois pas que la condamnation qui a eu lieu était le résultat qui aurait dû se produire. Cela aurait dû être soit un autre jury suspendu, soit un verdict de non-culpabilité. Jamais je n'aurais imaginé en 1 million d'années être ici, mais je suis là. La procédure d'appel peut être lente, mais à la fin de la journée, je sais que je vais sortir d'ici. Ce n'est pas comme ça que mon histoire se termine. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent pour moi. Ce n'est pas comme ça que mon histoire se termine. Ce n'est pas comme ça que les choses se passent pour moi, vous savez. C'est juste continuer à garder ma confiance en Dieu indépendamment de ce qui se passe. Mais oui, absolument pas. C'est une fausse conviction. Alors si ce n'est pas vous, alors qui? Je ne peux pas vous donner cette réponse. Si je la connaissais, je ne serais pas ici. Si ma famille connaissait la réponse, nous l'aurions donnée aux autorités le plus rapidement possible. Mais c'est juste, en raison de leur manque d'enquête et du fait qu'ils n'ont rien poursuivi en dehors de moi depuis cette nuit-là, comme ils l'ont dit à la barre, nous nous sommes retrouvés dans une situation où nous n'avons rien et nous allons probablement devoir vivre le reste de notre vie sans savoir ce qui est arrivé à mes parents, et c'est malheureux, mais c'est la situation dans laquelle le département de la police de Houston et le bureau du procureur nous ont mis. Parlez-moi de la façon dont vous avez vécu ces 3 derniers procès. J'étais assis et j'écoutais tout. Je ne souhaite cela à personne, c'est horrible d'être assis là et d'entendre les choses que j'ai dû entendre. D'entendre les choses que j'ai dû entendre, d'être capable de disséquer et de briser la relation entre mes parents et moi d'une manière que le procureur a estimée, alors qu'en réalité ce n'était pas le cas. Bien sûr, mes parents m'ont harcelé, tout le monde a lu les SMS, tout le monde a vu ce qui se disait, mais en fin de compte, mes parents m'aimaient et je les aimais plus que tout. C'était leur relation, ils étaient stricts avec moi, ils savaient le potentiel que j'avais, ils savaient où je pouvais aller dans ma vie et c'est comme ça qu'ils étaient, mais ça n'a jamais été plus que ça. Alors m'asseoir là et surtout écouter le procureur, vous savez, essayer de dire qu'il parle au nom de mes parents ou qu'ils font ce que mes parents auraient voulu et des choses comme ça, c'est juste, j'ai trouvé cela vraiment déplacé et irrespectueux pour mes grands-parents en général, parce que ce sont leurs enfants et qu'ils sont assis au tribunal. Et nous savons tous que si l'un de mes parents avait survécu ou si mes 2 parents avaient survécu, nous ne nous serions jamais retrouvés dans cette situation. Ils auraient dit très clairement qu'ils ne croyaient pas en ce que le procureur essayait de faire et que ce qu'il essayait de dire à propos de notre relation n'était tout simplement pas vrai. Vous avez mentionné le moment où le procureur a dit qu'il parlait à travers votre mère. Comment vous sentez-vous? Je suis très frustré parce que c'est juste, comme je l'ai dit, c'était vraiment irrespectueux. Je veux dire, mes grands-parents sont assis juste là et dire que vous parlez au nom de leur fille et de leur belle-fille alors que vous ne savez pas, que vous n'avez jamais connu leur fille ou leur belle-fille, vous ne faites que lire des textos et supposer « cela correspond à notre récit, alors disons que Don se sentait comme ça, alors qu'en réalité Don ne se sentait pas comme ça. »
Ma mère était dure avec moi, elle était dure avec ma sœur, elle était dure avec mon frère, elle était dure avec tout le monde. C'est comme ça que ma mère était, mais elle aimait encore plus et ça n'a jamais changé, simplement parce que je faisais des choses que je n'aurais pas dû faire. Donc, le fait d'avoir que ma mère ressentait ça pour moi ou quelque chose comme ça, c'était difficile. Difficile. Parlez-nous de votre relation avec vos parents. Je veux dire que j'avais l'impression d'avoir une bonne relation avec mes parents, même si vous savez, j'avais 16 ans. Je faisais le mur pour sortir avec ma petite amie qui est maintenant ma femme, je fumais de l'herbe. J'avais des problèmes de santé, j'avais des problèmes de santé, j'avais de mauvaises notes. Je ne réussissais pas bien à l'école en deuxième année, mais en fin de compte, c'était toujours une relation normale. J'étais tout le temps avec mon père, j'allais à la salle de sport, je m'entraînais 5 jours par semaine. Nous continuions à rire, à plaisanter, à faire des choses, à organiser des événements familiaux, comme si tout était normal. J'ai juste fait des erreurs de gamin à cet âge, et cela a été pris et transformé en quelque chose d'autre. Et vous savez, c'est difficile de regarder en arrière parce qu'après avoir traversé ces 3 procès et entendu toutes les choses qu'ils ont dites, cela a fait que mon esprit a presque oublié les bonnes choses. Presque oublié les bonnes choses parce qu'on ne m'a présenté que du négatif et vous savez, c'est juste, ça craint vraiment. Mais en fin de compte, je sais ce que mes parents ressentaient pour moi et je sais ce que je ressentais pour eux et c'est ce à quoi j'ai choisi de m'accrocher malgré tout. Vous savez, le fait de revenir sur votre relation avec vos parents a changé les choses pour vous maintenant, parce que vous êtes vous-même père de votre propre fils. Je le dis tout le temps à ma famille. J'ai eu Hendrix pendant 2 ans et maintenant il a 3 ans et je comprends mieux ce qu'est être parent du point de vue de mes parents. Je vois comment les choses que mon père a essayé de m'inculquer à un très jeune âge, pourquoi c'était si important, j'ai ajusté. Et je me reconnais beaucoup dans mon fils, donc je peux comprendre pourquoi mes parents étaient comme ça avec moi et des choses comme ça, mais être parent est une bénédiction. J'adore ça, vous savez, et je suis reconnaissant d'avoir eu le temps avec mes parents. Et ils ont été les parents formidables qu'ils étaient. Et ils m'ont inculqué tellement de choses pendant ces 16 années que je me sens comme préparé à être un père, même à un jeune âge. Mais, vous savez, c'est juste. Je comprends pourquoi mes parents étaient comme ils étaient, mais j'en suis reconnaissant. Quand avez-vous vu Kate pour la dernière fois? La dernière fois qu'on s'est retrouvés face à face, c'était probablement au début du mois de septembre, quelque chose comme ça. Donc ça fait un moment quand j'étais encore Êtes-vous toujours dans le comté de Harris? Depuis que j'ai déménagé, je n'ai vu personne à part Brandon. Mais à part ça, je ne l'ai pas vu, ni elle, ni mes grands-parents. Je leur ai dit que c'était loin d'ici et que les vols et les choses comme ça peut coûter cher. Alors je me suis dit, vous attendez, on va se débrouiller et avec un peu de chance, on pourra me faire revenir plus près. Alors on verra comment ça se passe. Revenons au jour où vous avez été condamné. Que s'est-il passé dans votre tête lorsque vous avez entendu les jurés sonner la cloche pour dire qu'ils avaient une question ou qu'ils étaient prêts pour le verdict? De quoi vous et l'équipe d'avocats parliez-vous dans votre famille? Je savais qu'ils avaient un verdict. Donc, une fois que la cloche a sonné, j'ai su que le verdict était arrivé. Parce que je crois qu'ils ont dit qu'ils l'avaient fait sonner 2 fois. Et que cela signifiait qu'ils avaient un verdict. Donc, je suis allé là-bas. Et j'étais avec JL. Et elle m'a, en quelque sorte, fait savoir que c'était un verdict. Elle a entendu les 2 cloches. Donc, pour moi, c'était juste une question. J'étais excité, honnêtement. J'étais comme, nous sommes enfin arrivés à un endroit. Nous avons un jury qui a entendu toutes les preuves et qui voit la vérité. Et je croyais que c'était ma chance d'en avoir enfin fini avec tout ça, de ne plus jamais avoir dans une salle d'audience, d'assister à un autre procès ou de m'inquiéter avec un autre jury suspendu si le procureur reviendrait 5 ans plus tard ou 10 ans plus tard et essaierait de m'inculper à nouveau. Je sentais que j'étais enfin à ce point de pouvoir avancer dans ma vie, mais c'était aussi angoissant parce qu'il y a aussi le revers de la médaille et c'est ce que nous avons fini par obtenir. C'était un tas d'émotions, mais il y avait un peu d'excitation car j'espérais que c'était le moment de passer enfin à autre chose. Vous souvenez-vous d'avoir entendu Kate ou l'un des membres de votre famille après le verdict? En les entendant, je me suis retourné immédiatement pour la regarder.
parce que je voulais qu'elle sache que tout allait bien se passer, que je t'aimais et que je voulais qu'il me voie forte. Je voulais qu'il me voie forte à ce moment-là parce que je savais que ce qui allait arriver allait être difficile, mais je voulais qu'il sache que j'allais m'en sortir, que nous allions traverser cette épreuve, que nous allions trouver une solution, que j'allais m'en sortir. Et c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est ce que j'ai essayé de faire, mais je pouvais voir tout le monde sortir, et c'était évidemment émouvant. Et c'était émouvant pour moi et mes avocats. Nous sommes vraiment une famille. Je suis avec Rick et Chris depuis 7 ans. Je connais Chris depuis aussi longtemps que je m'en souvienne. Et JL est arrivée juste avant le premier procès, et elle a été formidable. Donc c'est comme si ce n'était pas seulement un avocat et un client, c'était une famille qui s'était construite au cours des 7 dernières années. Ils m'ont vu passer d'un gamin de 16 ans à un père de 23 ans et à un mari maintenant. Donc les choses se sont bien passées de 23 ans. Les choses ont donc complètement changé et ils m'ont soutenu à chaque étape et je ne saurais les remercier assez pour la confiance qu'ils m'ont témoignée. Je les aime tous les trois de tout mon être et je les choisirai comme avocats pour tout ce que la vie me réserve. Ils sont vraiment formidables pour moi. J'aimerais vous poser quelques questions sur le procès lui-même. Qu'est-ce qui vous est passé par la tête avant le procès lorsque vous avez appris qu'il y avait de nouvelles preuves concernant le sang sous le badge? Eh bien, vous avez vu le procès que nous avons intenté, cela a été ma réaction immédiate. J'ai dit que le procès qui a été intenté a été ma réaction immédiate. C'était très clair pour moi, ma famille, mes amis et mes amis. Je ne comprends pas comment, après 7 ans dans une affaire de cette ampleur, la veille du procès, vous sortez et dites qu'il y a de nouvelles preuves que nous venons de découvrir. Je ne sais même pas comment c'est possible. Mais c'est ce qu'a fait le bureau du procureur, et c'est malheureux. Et j'ai le sentiment qu'étant le plus récent élément de preuve de l'affaire, la seule chose qui est vraiment changée entre le premier procès, le deuxième procès et le troisième procès, j'ai le sentiment que cet élément de preuve est probablement la raison pour laquelle je me suis retrouvé ici, malheureusement. Et ça craint parce que c'est planté, ce n'est pas le cas. Il n'y a pas d'autre solution à mes yeux. Les jurés à qui les procureurs ont parlé après coup et qui nous ont retransmis ces informations ont dit que c'était l'appel du 911 et l'interrogatoire de cette nuit-là. Ils ont dit qu'après avoir entendu cela, ils ont déjà dit que vous l'aviez fait. Cela vous paraît-il logique? Vous avez donc compris pourquoi ils pensaient que vous étiez coupable après l'appel du 911 lors de l'interrogatoire. Je comprends. Mais c'est aussi... Pour moi, cette nuit-là, j'avais 16 ans. J'étais assis à l'arrière d'une voiture de police pendant 6 ou 7 heures, sans dormir, sans savoir ce qui se passait avec mes parents. Je demandais à ces officiers ce qui se passait avec mes parents. Je n'obtenais aucune information. On m'emmène en ville. Je suis interrogé par ces inspecteurs. Et pour moi, oui, il y a eu des choses qui ont été dites et qui auraient pu donner l'impression que j'essayais de mentir ou de dissimuler quelque chose, mais en fin de compte, j'étais un enfant de 16 ans à l'époque. Je ne le suis pas. Je n'ai pas l'expérience d'une enquête menée par des officiers de police et je ne sais pas ce qu'il faut dire, ce qui est mal ou ce qui est bien dans l'instant. Et si j'étais revenu en arrière et que je pouvais recommencer, j'aurais immédiatement demandé mon avocat parce que cela nous aurait probablement mis dans une situation différente. Mais je ne comprends pas du tout comment la déclaration de l'officier de police a été faite. Je ne comprends pas du tout comment la déclaration ou l'appel des 9 a conduit à un verdict de culpabilité. Mais c'est ce que les jurés ont décidé et je ne leur en veux pas. C'est ce qu'ils ont ressenti après avoir lu le dossier. C'est comme ça que ça marche. Vous avez dit que si vous pouviez le refaire après ou pendant l'interrogatoire, vous auriez immédiatement arrêté de parler et demandé votre avocat. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? J'ai essayé d'aider. À mes yeux, à ce moment-là, je pensais que j'aidais en donnant les informations que je pensais pouvoir le mieux. Je veux dire que je répondais simplement aux questions qu'il me posait, honnêtement. Et une partie de moi n'a pas vraiment compris que j'étais accusé jusqu'à ce qu'ils commencent à me presser et à me parler de résidus de poudre et de toutes sortes de choses. Alors pour moi, c'était comme, d'accord. Vous ne me croyez pas et je ne suis pas accusé de ça, donc
À ce moment-là, j'y repense toujours comme dingue. OK, à ce moment-là, j'aurais probablement dû dire, écoutez, je ne sais même pas si j'ai un avocat, mais j'aimerais en avoir un maintenant parce que j'ai ressenti la pression d'OK, c'est passé de hey, apprenons à vous connaître et à m'aider à comprendre ce qui s'est passé. Nous disons ce que vous avez fait, ce que de faire. Il y a eu quelque chose pendant l'interrogatoire. Il nous est apparu que les jours ou les jours précédant les meurtres, vous avez tiré avec une arme à feu à travers le sol. Parlez-nous de cela. Que s'est-il passé? Et vous avez dit aux enquêteurs que vous l'aviez fait pour un ami, pour le montrer à un ami. Je crois qu'ils ont dit que c'était quelques jours avant, mais c'était une semaine ou deux avant. Ce n'était pas quelque chose qui avait été fait la veille de l'incident. Et je crois que nous, je ne sais pas si ma sœur a témoigné à ce sujet ou l'un des deux, mais mes parents étaient au courant et ils ont également continué à dire qu'il y avait des plaques de plâtre fraîches sur le sol. Mais il n'y a jamais eu de plaques de plâtre fraîches sur le sol. Il y avait, sur toutes les photos qu'ils ont montrées, il y avait évidemment la balle, mais elle était en quelque sorte fondue dans la moquette. Mais encore une fois, c'était juste. Avec la façon dont les choses se sont passées, avec le décès de mes parents, on a pu faire croire qu'il faisait un tir d'essai, et c'est ce qu'il faisait, et c'était tout son plan, alors qu'en réalité, c'était juste un gamin de 16 ans qui s'amusait avec une arme, comme c'est le cas aujourd'hui. On entend souvent ce genre d'histoire de nos jours, et beaucoup d'entre elles ont une issue malheureuse, mais pour moi, c'était juste un gamin, je n'ai pas vraiment réfléchi, j'ai juste joué avec une arme, donc... Qui était l'ami avec qui vous étiez? Je ne vais pas vous le dire tout de suite. Mais pensez-vous que cet ami pourrait vous aider à dire que oui, j'étais là avec eux ce jour-là? Nous avons fait cela non pas quelques jours avant, mais des semaines avant. Je ne pense pas que cela aurait aidé, seulement parce qu'ils avaient déjà une idée précise de ce qu'ils ressentaient pour moi. Je ne sais pas si divulguer cette information m'aurait été bénéfique ou non, c'est possible, mais je ne sais pas vraiment, honnêtement. Voulez-vous que cette personne se présente et dise « Et j'étais avec lui ce jour-là » ? Non, pas vraiment, juste parce que je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'impliquer quelqu'un d'autre dans cette affaire, d'impliquer cette personne dans cette affaire, alors qu'elle est déjà d'une telle ampleur, si tard dans le temps, déjà à cette ampleur, si tard dans l'affaire et des choses comme ça. Donc, vous savez, c'est vraiment pourquoi je n'ai jamais parlé de qui était l'ami à ce moment-là, parce que je n'ai pas pensé qu'il serait bénéfique de l'impliquer dans l'affaire, parce qu'il est évident qu'étant donné l'ampleur de l'affaire, il n'était pas nécessaire d'impliquer quelqu'un d'autre qui n'était qu'un spectateur innocent à l'époque. Mais vous continuez à dire que quelqu'un était là. Quelqu'un d'autre était là avec vous. Oh oui, ça n'a jamais été un mensonge. Les choses qui étaient des mensonges étaient très claires tout au long de la déclaration qu'il ressentait comme un mensonge. Mais ça n'a jamais été un mensonge. Quelles sont les choses qui, selon vous, étaient clairement des mensonges? Sur le fait que je n'avais pas touché l'arme, vous savez, à un moment donné, j'ai dit que j'avais touché. Je veux dire que je n'avais pas touché d'arme depuis une éternité. Et cela revient à ce que je disais. Au début, j'avais l'impression que l'interview allait dans un sens. Et puis à ce moment-là, quand j'ai réalisé « Oh, c'est bon », ils essaient vraiment de m'accuser de ça. J'ai menti sans raison et je déteste avoir fait ça. Parce que ça m'a mis dans une situation où je me suis dit « Écoutez, nous avons cette habitude qu'ils continuent à mentir. » Mais je n'ai pas l'impression que c'est le cas. Oui, c'est juste que... Oui, c'est la chose que je déteste, c'est que je n'ai pas été franche parce que ce n'était pas si important, mais je m'y suis prise de la mauvaise façon. Il y a eu un autre incident sur lequel les procureurs se sont appuyés. Il s'agit du feu allumé devant la porte. Que s'est-il passé? Je ne comprends pas l'histoire de l'essence. Je ne comprends pas vraiment comment il y avait de l'essence sur le tapis. A toujours été quelque chose de vraiment confus et un peu suspect pour notre famille, moi, ma famille et mes avocats, juste sur la façon dont l'essence était là, parce qu'il n'y a pas d'essence dans la maison. Alors où a été l'essence? Où a été l'essence? Où a été l'essence? Essaye-t-il de dire que j'ai apporté une bouteille d'alcool à une station-service et que je l'ai remplie ou quelque chose comme ça? Je ne comprends pas comment on en est arrivé là, mais encore une fois, jouer avec des allumettes, comme je l'ai dit. Et sur les photos, je crois si vous zoomez,
il y a une vraie allumette sur le sol. Donc, c'était, encore une fois, tout comme l'histoire que je leur ai racontée, ce n'est pas quelque chose que j'ai inventé, ce n'est pas quelque chose que j'ai menti, c'est la vérité. Je jouais avec des allumettes. J'étais un gamin stupide et mes parents se sont occupés de moi, évidemment, et nous avons tourné la page. Vous suggérez donc que l'affaire a été exagérée. Je pense que le coup de feu et l'incendie ont tous deux été exagérés uniquement à cause de ce qui s'est passé, et cela correspond à leur narration de pouvoir dire « Hé, regardez, il a testé le feu. Hé, regardez, il a essayé de mettre le feu à la maison, et puis il a fini par tuer ses parents. » Cela correspondait à leur histoire, c'est pourquoi il était si important pour eux de pouvoir faire sortir cela, et ça craint parce que y a des choses qui ne correspondent pas à leur histoire et qu'ils n'ont jamais vraiment divulgué ou partagé ou mis en avant. Donc c'est comme, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais j'ai découvert que dans ce système judiciaire, c'est un peu la même chose que dans d'autres pays. Le système judiciaire, c'est un peu comme ça que les choses fonctionnent. Comment les choses fonctionnent-elles? Quels sont, selon vous, les éléments qui ne cadrent pas avec le récit du procureur? Je dirais que la première chose que nous avons toujours soulevée était pourquoi n'ont-ils jamais vérifié les images de surveillance de l'entreprise située juste en face, littéralement une maison plus loin? Il y a des entreprises, quand vous sortez et que vous tournez à gauche, il y a des entreprises tout au long de cette rue, il y a des entreprises dans la rue arrière. S'ils étaient si confiants et s'ils savaient avec certitude que c'était moi, ils auraient pu facilement vérifier ces images de sécurité. Et alors, boum, cela aurait soit prouvé notre cas, et nous savons que cela aurait prouvé notre cas, soit cela aurait prouvé leur cas, mais ils n'ont jamais voulu regarder parce qu'ils pensaient que ce n'était pas pertinent pour l'enquête, comme ils l'ont dit à plusieurs reprises pendant le procès. Je pense qu'une autre chose est qui je crois a été révélée lors du premier procès est la note copiée qui a été laissée. Comment une note qui n'est même pas divulguée peut-elle être considérée comme une copie? Une note qui n'est même pas divulguée au public, qui est laissée sur la scène de crime. Comment une note copiée peut-elle être laissée sur le véhicule d'une personne proche de la famille à l'époque? Comment cela se produit-il? Comment la personne qui a laissé cette note peut-elle laisser une note copiée, qui est presque identique à la note laissée sur la scène du crime? Comment cela se produit-il? Je suis en prison à ce moment-là. Il est donc évident que ce n'est pas moi. Alors comment se fait-il que cette note ait été laissée? Cela n'avait aucun sens. Cela n'a pas vraiment de sens. Je ne comprenais pas pourquoi cela n'avait pas été autorisé. De toute évidence, les procureurs se sont battus pour que cela n'entre pas en ligne de compte. Ils ont continué à dire que je n'avais jamais parlé de l'homme masqué. C'est une pure invention. Je ne l'ai pas mentionné avant. Je crois qu'ils ont dit que je ne l'avais pas mentionné avant la déclaration. Eh bien, je l'ai dit à l'officier Reed dès que je suis sorti. Il m'a entendu dire qu'il y avait un homme masqué dans la maison, mais après avoir rencontré les procureurs, tout d'un coup, il ne s'en souvient plus, ou il pense que quelqu'un d'autre le lui a dit. C'est donc comme si... Comment se fait-il qu'à un moment donné, vous l'entendez, vous rapportez que vous l'avez entendu, et ensuite, quand il est temps de témoigner... je ne me souviens plus vraiment avoir dit ça. C'est comme si c'était... Comment ça? Ça ne me permet pas vraiment de dire la vérité parce que c'est quelque chose qu'ils ont vraiment attaqué pendant le procès. Et il n'a pas mentionné cet homme masqué jusqu'à sa déclaration. C'est donc une autre chose qui était un peu frustrante. Et puis, ouais, il y a quelques trucs que les menaces de mort, ça n'a jamais été mis en avant dans aucun procès, aucun procès. Pourquoi n'a-t-on pas permis que l'on apprenne que mon père recevait des menaces de mort? Pourquoi cette information devait-elle être tenue secrète? Le procureur a estimé que ce n'était pas pertinent, mais pour nous, c'était très pertinent. Mon père recevait des menaces de mort. C'est une information connue qui a été communiquée à la police et au bureau du procureur. Lorsqu'ils ont reçu ces informations, au lieu d'enquêter sur l'affaire, ils se sont envoyés des messages pour savoir s'il fallait la classer sous un autre numéro. Devrions-nous le mettre ailleurs? Devrions-nous? Eh bien, je crois qu'un procureur a dit qu'il brûlait un trou dans ma poche depuis que j'ai reçu cette information. Pourquoi essayez-vous de la mettre sous un autre numéro d'affaires? Pourquoi essayez-vous de faire autre chose qu'enquêter? Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'enquête? Parce que cela ne correspondait pas à l'histoire qu'ils avaient ressentie au bout de 11 minutes, comme l'a déclaré l'officier. Ils ont pris cette décision et rien ne les fera changer d'avis, quels que soient les éléments dont ils disposent. Le fait que mon père ait reçu des menaces de mort n'a donc rien changé pour eux.
Ils l'ont juste balayé d'un revers de main comme si c'était bon. À l'époque, saviez-vous que votre père recevait des menaces? Je n'étais pas au courant à l'époque, mais lorsque cette information a été divulguée et que nous avons creusé le sujet, nous nous sommes rendus compte que cela se produisait et qu'il n'allait rien faire pour y remédier. Donc, encore une fois, ça craint parce que ce n'est pas juste pour nous. Comment 2 jurys peuvent-ils ne pas entendre cela? Je veux dire, comment 3 jurys peuvent-ils ne pas entendre que mon père recevait des menaces de mort? C'est quelque chose qui devrait être divulgué. C'est quelque chose qui aurait dû faire l'objet d'une enquête parce que si cette enquête a lieu, qui sait quelles informations auraient pu être utiles à notre affaire et que nous aurions pu présenter au jury, mais il n'y a jamais eu d'enquête à ce sujet et ils ne nous en ont parlé que bien plus tard. Je dirais plutôt des mois, mais c'était bien plus tard. Étiez-vous au courant d'autres choses qui ont été révélées pendant le procès au sujet de vos parents, de leurs finances ou des relations qu'ils entretenaient avec certaines personnes? Quand vous parlez de relations avec certaines personnes, qu'entendez-vous par là? Il y a l'allégation selon laquelle votre père était impliqué dans quelque chose. J'ai entendu ces choses pour la première fois au cours du procès. Ce n'était pas du tout ça. Évidemment, je suis un enfant de 16 ans. Je n'étais pas au courant de ce genre de choses. Je ne peux donc pas dire si c'est vrai. Je ne peux vraiment pas m'exprimer à ce sujet. Tout ce que je peux dire, c'est que je connais mon père. Je l'aime. J'aime cet homme encore aujourd'hui. Je n'ai jamais rencontré un homme comme lui et je ne pouvais pas l'imaginer. Je ne pouvais pas l'imaginer, mais en fin de compte, s'ils avaient enquêté et que quelque chose comme ça était sorti, ça aurait été une pilule très dure à avaler, mais ça n'aurait pas changé la façon dont je voyais mon père, parce que je connais l'homme qu'il était. Parce qu'il y a quelque chose que je crois, si je me souviens bien, qui a été dit pendant l'interrogatoire, et peut-être que c'est vous qui l'avez dit, mais vous avez dit « Je ne sais pas si mon père ou si quelqu'un a fait un coup contre ma mère. » Vous en souvenez-vous? Ou quelque chose de ce genre? Je l'ai dit pendant l'interrogatoire, je crois. Encore une fois, Je me souviens de quelque chose comme « Je ne sais pas s'il y a eu un coup contre ma mère », quelque chose de ce genre. comme je l'ai dit au cours de cet entretien, il y a des choses dont j'ai parlé. En y repensant, j'ai du mal à me souvenir de cet entretien. S'il n'y avait pas eu la déclaration elle-même, toute cette nuit a été un flou. Encore une fois, c'est probablement l'une de ces choses que j'ai dites sur le moment sans vraiment essayer de donner un sens à tout cela, parce que je ne comprends toujours pas aujourd'hui comment mes parents ont été assassinés. Je ne comprends pas comment nous en sommes arrivés là. Mon père était aimé par tout le monde, je le sens. Ma mère était aimée de tous. C'étaient des gens formidables au sein de la communauté. Pour moi, cela n'a donc jamais eu de sens. Et je suppose qu'à ce moment-là, c'était un jeune homme de 16 ans qui essayait de trouver un sens à tout cela. Mais évidemment, c'est une autre chose qu'ils ont prise et ils l'ont fait paraître comme s'il mentait ou faisait ceci ou cela, alors que je ne pense pas qu'un jeune homme de 16 ans puisse avoir une idée de ce qu'il fait. Je ne pense pas qu'un enfant de 16 ans qui perd ses parents va être interrogé par des officiers de police 7 heures plus tard et va comprendre ce qu'il dit. Ils vont probablement être dans tous les sens. J'ai l'impression que c'est ce qui a été perdu dans tout cela. Personne ne sait comment un jeune de 16 ans va réagir, mais tout le monde me dit comment un jeune de 16 ans devrait réagir. J'aurais dû être plus émotive. J'aurais dû faire ceci ou cela quand on ne sait pas vraiment ce qu'on va faire à ce moment-là, parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui ont déjà été dans cette situation. C'était toujours difficile. Ils ont vraiment jugé mon personnage et la façon dont j'aurais dû agir ou ne pas agir. Qu'avez-vous ressenti lorsque vos avocats ont suggéré que votre frère aurait pu commettre ces crimes? I aime mon frère. Plus que tout, le meilleur grand frère que l'on puisse demander.
Mais depuis qu'il est revenu de l'université jusqu'à il y a environ 2 ans, on avait vraiment peur de lui à cause de ses problèmes. Je ne permettais même pas à mon fils de côtoyer mon frère, car je ne savais pas ce qu'il allait faire, comment il allait se comporter, ce qu'il ferait, comment il agirait ou ce qui se passait. Donc pour moi, je n'avais aucune idée. Même si je ne l'ai jamais voulu, je ne pensais pas que cela pouvait être le cas. Je me disais aussi que ce n'était pas Josh, le Josh de son retour de l'université jusqu'à il y a 2 ou 3 ans, n'est pas le gars avec lequel j'ai grandi. Ce n'est pas le gars que je connais aujourd'hui qui n'était pas Josh. Donc pour moi, ce n'était pas de le regarder, lui, la personne. C'est la maladie à laquelle il était confronté, les choses qu'il disait, les choses qu'il faisait à l'époque. C'était effrayant. C'est pourquoi je me suis dit que peut-être, lorsqu'il traversait une période difficile et qu'il y avait des problèmes avec mes parents, il aurait pu s'agir de Josh. Mais je sais que mon frère et moi faisons la distinction entre les deux. Je fais vraiment la distinction entre ce qu'il est maintenant et avant l'université et ce qu'il était avant l'université. Je fais vraiment la différence entre ce qu'il est maintenant et avant l'université et cette période de 5 ans. Ce sont 2 personnes complètement différentes. Mais je sais comment, comme je l'ai dit, je connais mon frère. Je sais à quel point c'est une personne formidable. Nous nous sommes parlé tout au long du processus. Il m'a soutenu tout au long du processus. Nous nous parlons encore aujourd'hui. Il prend de mes nouvelles. Ce n'est pas ce que les procureurs et certains de leurs témoins ont essayé de faire croire à propos de mon frère. En fait, Josh va très bien aujourd'hui. Pour les 2 ou 3 dernières années, il a été incroyable. Il se débrouille bien, prend ses médicaments, il fait tout ce qu'il doit faire, travaille, va à l'école, a une vie sociale. Il est redevenu Josh. Pour moi, c'est ce qui compte le plus, retrouver mon grand frère et ne pas être dans cette situation d'ignorance, parce que ça craignait de devoir éloigner mon fils de lui. Je me disais, c'est son oncle, il devrait avoir une relation, il devrait se connaître, mais je voulais juste, en tant que père, protéger les miens. Je dois protéger ma femme, mon fils, il passe évidemment en premier. J'ai donc dû faire la part des choses entre l'amour que je porte à mon frère et le fait de savoir qu'il n'est pas vraiment lui-même en ce moment. Que voulez-vous dire à votre famille? Oh, je l'aime. J'ai la meilleure famille du monde. Il n'y a personne comme ma famille. Ils m'ont soutenu sans poser de questions, sans douter. À travers tout cela, et pour moi c'est tout ce qui compte. Je n'ai pas besoin qu'on me dise que je n'ai pas tué mes parents, parce que je sais que je ne l'ai pas fait. Ma famille sait que je ne l'ai pas fait, et elle me soutient, et c'est tout ce qui compte pour moi. J'ai la meilleure femme du monde, la meilleure belle famille, le fait qu'à 15 ans, que je me retrouve avec le cas que j'ai, et ils n'ont même pas sourcillé. Ils m'ont soutenu tous les jours. Ils ont assisté à toutes les audiences, à tous les procès. J'ai des gens qui m'aiment, et je sais à quel point leur amour est sincère. Beaucoup de gens n'ont pas cela, et je l'ai appris au cours de ce processus. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas le soutien de leur famille, qui n'ont pas les personnes qui s'occupent d'eux et qui prennent soin d'eux. Personnes qui s'occupent d'eux et prennent soin d'eux comme le fait ma famille. Et j'en serai toujours reconnaissante. Nous ne cesserons pas de nous battre. Comme je l'ai dit plus tôt, cette histoire ne se terminera pas comme ça. Et quel que soit le temps que cela prendra, quel que soit le processus que nous devrons suivre pour me ramener à la maison, nous le ferons et nous y parviendrons. Et c'est aussi simple que cela. Parce que vous êtes toujours attrayant. Comme c'est toujours le fait que vous allez toujours de l'avant avec tout ce dont vous avez besoin ici. Les gens diront, si vous n'avez pas tué vos parents, alors qui l'a fait? Avez-vous une idée de qui aurait pu le faire? Oh, la réponse se trouvait probablement dans les menaces de mort que mon père recevait. Et quoi qu'il se soit passé, la réponse se trouvait probablement derrière cette porte, mais le procureur l'a fermée. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment ils ont pu faire ça.
Comme je le disais tout à l'heure, comment allez-vous quand on l'a découvert et qu'on est allé devant le juge et qu'elle a dit qu'ils devaient arrêter leur message et des choses comme ça? Comment faites-vous pour vous envoyer des messages pour cacher ça? Comme si vous ne vouliez pas que ça se sache. Vous ne nous l'avez dit que bien plus tard. C'est comme si vous saviez qu'il y avait quelque chose, mais vous avez choisi de l'ignorer. Vous avez choisi de ne pas en parler au public. Vous avez choisi de ne pas porter l'affaire devant un jury. Et ils se sont battus avant chaque procès. On a évoqué le fait qu'ils ne voulaient pas que l'affaire soit portée devant le jury parce qu'ils estimaient qu'elle n'était pas pertinente. Aujourd'hui encore, je ne comprends pas en quoi le fait que mon père ait reçu des menaces de mort n'est pas pertinent. Pourquoi un jury ne peut-il pas entendre cela? Pourquoi aucun jury n'a-t-il été autorisé à s'asseoir là et à écouter ces faits? Et pourquoi n'y a-t-il jamais eu d'enquête? J'ai l'impression que cela montre encore plus qu'ils ont pris leur décision et qu'ils ont refusé de changer d'avis. Peu importe ce qui leur a été présenté, peu importe ce qui a été présenté. Les choses que j'ai mentionnées plus tôt, je n'ai même pas parlé du cambriolage à la salle de sport. Quelqu'un correspondant exactement à la description que j'ai donnée à la police, masque sur le visage, tout correspondait exactement à la même description, s'introduit dans la salle de sport de mon père. Il n'y avait jamais eu de cambriolage auparavant, il n'y avait jamais eu de problèmes, mais maintenant il y a un cambriolage après. Ils se promènent, cherchent des choses. Ce n'est pas comme s'ils étaient entrés par effraction et qu'ils avaient pris la caisse et s'étaient enfuis. Non, ils marchent dans le gymnase. Ils cherchent des choses. Alors encore une fois, pourquoi cela n'est-il pas pertinent? Pourquoi cela n'est-il pas montré au jury? Il y a plusieurs choses que nous pensons ont été cachées au jury parce qu'ils pensaient que ce n'était pas pertinent. Mais pourquoi? Il n'y a pas de réponse à cette question. Qu'avez-vous ressenti lors du troisième procès, lorsque les procureurs ont apporté les mannequins, les accessoires pour créer le lit, les accessoires pour créer les escaliers? Parce que c'était également différent des deux premiers procès. Je commencerai par les escaliers. Commencer par les escaliers. Tous ceux qui sont allés chez moi, leur description des escaliers et du fait qu'il faut descendre d'un certain côté pour pouvoir voir, ce n'est pas exact. Il n'est pas nécessaire de descendre tout le long. Depuis mon troisième étage, vous auriez probablement pu descendre 2 ou 3 marches, jeter un coup d'œil et voir la porte. Ce n'est pas du tout difficile. Mais encore une fois, ils ont dû faire le récit de « Hey non, vous devez faire ceci, ceci, et vous devez marcher ». Il a dû descendre tout le long parce qu'il voulait faire croire « Hey » qu'il a dû marcher tout le long et voir cette personne et que cette personne l'a vu. Il doit donc mentir, alors que ce n'est pas le cas, vous n'avez eu qu'à faire quelques pas. Je n'étais donc pas d'accord avec la façon dont il présentait les escaliers. Vous dites donc que dans ce cas, si vous descendez les escaliers de la maison, il y a un moyen pour vous de voir la personne dont vous avez dit qu'elle a fait cela sans qu'elle vous voie en retour. Oui, il y a un mur comme ils ont montré ce mur qu'ils ont essayé de présenter tout au long du procès. Si je marche, je ne veux pas être trop précis sur le nombre de pas. Et vous savez, mais je dirais juste 3 ou 4 pas. Je crois qu'ils ont dit que je ne pouvais pas, que je devais descendre plus que ça. Si je descends quelques marches et que je passe la tête par-dessus, on peut voir le ruisseau. Je veux dire, on peut voir au-delà de ce mur, jusqu'à l'endroit où se trouve la porte. Il y a donc un moyen de voir et de ne pas être vu. J'ai donc trouvé que le fait qu'ils aient présenté cela comme s'il n'y avait aucune chance que je les ai vus et qu'ils ne m'aient pas vus était tout simplement faux. Et avec les mannequins dans le lit, j'ai senti que c'était leur façon d'essayer d'expliquer les preuves plantées parce que ça n'a pas de sens que Madame Rossi dise que j'étais dans la chambre, ce qui est faux. Je ne suis jamais entré dans la pièce. Deuxièmement, dire que je suis allé mettre des oreillers sur leur tête et qu'en mettant les oreillers sur leur tête, je ne crois pas, je crois que c'est ce qu'on appelle l'expiration. Elle disait qu'il se passait quelque chose et que, d'une manière ou d'une autre, pendant que 2 petites taches de sang à l'endroit exact où se trouvait l'autocollant, mais d'une manière ou d'une autre, le sang a également séché pendant que cela se produisait. Et de ce moment jusqu'à 7 heures plus tard, ces 2 petites taches séchées à l'endroit exact où se trouvait l'autocollant ne sont jamais tombées, ne se sont jamais effritées. Malgré le fait que j'ai été touché par des officiers,
Ils ont même dit qu'ils m'avaient attrapé et tiré hors de la porte. Et si je sortais de la porte, ils m'attrapaient et me tiraient exactement à l'endroit où se trouvait l'autocollant, ou de la manière dont l'autocollant était placé. Alors, comment cela pourrait-il se produire? Je ne comprends toujours pas leur argument en faveur du sang. Cela n'a jamais eu de sens pour moi. J'ai l'impression que les preuves plantées sont la seule façon de contourner le problème. Vous savez, vous ne pouvez pas faire en sorte que cela ait un sens. Et puis je crois que Rick a même soulevé un point important pendant le procès. Si vous, avec l'ampleur de cette affaire et le fait que c'était une chose importante pour eux, comment pouvez-vous seulement retirer l'autocollant et voir du sang, puis retirer l'autocollant et voir du sang et vous arrêter? Pourquoi ne pas continuer à appeler? Parce que maintenant, il pourrait y avoir un tas de sang juste là, mais ils se sont juste arrêtés. Et comme Rick l'a dit, c'est comme si elle savait que c'était déjà là, alors elle s'est arrêtée. Elle a dit, oh, on l'a trouvé, il est là. C'est juste que ça n'a aucun sens pour moi. Et je refuserai d'accepter que cette preuve n'ait pas été placée là, parce que je sais pertinemment qu'elle l'a été. Et le fait qu'elle ait été admise au procès, et vous savez, ça craint parce que, comme je l'ai dit, il n'y a pas d'autre solution que d'admettre qu'il s'agit d'une preuve fabriquée. Vous croyez fermement que cette preuve a été placée d'une manière ou d'une autre, qui l'aurait placée selon vous? Je ne peux pas vous donner le nom d'une personne précise, mais cela se saura un jour. S'agit-il d'une personne dont vous savez que vous pensez qu'elle l'a fait? Nous avons de forts soupçons, mais vous savez, l'affaire civile est évidemment mise en suspens jusqu'à ce qu'elle soit résolue. Mais le moment venu, il en ressortira ce que nous croyons être arrivé. Pourquoi ne pas le partager dès aujourd'hui? Pourquoi ne pas le partager maintenant, pour vous sortir d'ici? Vous dites que vous savez qui pourrait l'avoir placé ou avoir commis les crimes. Pourquoi ne pas le dire maintenant? Je ne peux pas dire que je sais qui a commis les crimes, car si je savais qui a commis les crimes, j'aurais obtenu cette information il y a très longtemps. Mais avec les preuves plantées, vous savez, je ne veux pas le faire. La procédure civile est très différente de la procédure pénale, et la dernière chose que je voudrais faire est d'interférer avec ce qui se passe. Vous savez, je vais donc suivre les conseils de mes avocats et ne pas vraiment m'étendre sur le sujet, mais je peux vous dire que je crois fermement et que je sais qu'il s'agit d'une preuve cachée. Je pense à l'appel 911. J'essaie de penser à des choses que les gens ont évoquées ou demandées. Oui, l'appel du vrai, 911 quand vous essayez d'aller chercher votre sœur et que le procureur dit que vous êtes allé directement dans la chambre de votre sœur. Vous n'avez pas vérifié dans la chambre de vos parents. Pourquoi n'avez-vous pas ouvert la porte de la chambre de vos parents? Je ne voulais pas voir mes parents dans l'état dans lequel je craignais qu'ils soient là. Je ne sais pas. C'est aussi pour ça que tout au long du procès, à chaque fois que les choses étaient montrées, je regardais toujours vers le bas. Je ne veux jamais voir mes parents dans cet état. Je ne veux pas, ouais. Ce n'est pas le cas. Je veux me souvenir de mes parents comme je me souviens de mes parents et entendre comment ma mère a été retrouvée et où était mon père et des choses comme ça. Ce n'est pas quelque chose que j'ai envie de voir un jour, vous savez, alors j'ai juste... Et encore une fois, pour que ce soit utilisé contre moi, ça craint parce que... Qui court dans cette pièce? Je ne crois pas que quelqu'un dans ma situation l'aurait fait parce que, encore une fois, je ne voulais pas voir mes parents. Ce qui m'inquiétait, c'était de savoir comment ils allaient. Et ma plus grande préoccupation était de faire sortir ma petite sœur de cette maison et de m'assurer qu'elle allait bien. Qu'elle va bien. Et nous trouverons ce qu'il en est. Nous laisserons la police venir faire ce qu'elle a à faire et nous donner des informations sur mes parents. Mais c'est ma sœur qui m'inquiète le plus. C'est ma petite. Chambre, la petite sœur. Avez-vous parlé à votre sœur depuis? Ma sœur, oui, je lui ai parlé. Je dis toujours à quiconque le demande qu'elle a eu la vie plus dure que n'importe qui d'autre. Même si je suis ici en ce moment,
Je ne pourrai jamais comparer ce qu'elle a dû endurer à ce que j'ai vécu. Elle avait 12 ans à l'époque. Elle est très forte, très très forte. Vous savez, Elle n'a pas seulement perdu ses parents cette nuit-là, mais j'ai été mis en prison. Mon frère n'allait pas bien. Elle a juste, vous savez, elle a été mise avec mes grands-parents et personne ne mérite ce qu'elle a dû endurer. Mais je ne sais pas comment, mais je sais que c'est grâce à Dieu. Cette fille est si forte. Elle a obtenu son diplôme de fin d'études secondaires. Elle est allée dans une grande université. Elle a été inscrite sur la liste des doyens. C'est juste, c'est une rockstar. Il n'y a personne qui. C'est une jeune fille très spéciale. Et je lui suis reconnaissante pour son soutien constant. Elle m'a toujours soutenu. Elle a toujours été là pour moi. Aujourd'hui encore, elle s'est levée. Mon fils l'appelle Tété, et elle l'appelle toujours pour prendre de ses nouvelles. Elle est toujours en ville. Chaque fois qu'elle est en ville, elle va le voir. Elle est là pour lui. Donc, c'est une bénédiction de la voir. Je suis très reconnaissant pour tout ce qu'elle a fait. Et vous savez, elle est forte, mais c'est une Armstrong. Quel a été le rôle de votre foi? Comment votre foi vous a-t-elle aidé depuis que vous êtes ici, depuis que vous avez traversé tout cela? Ma foi est la seule raison pour laquelle je garde la tête froide. Il n'y a pas d'autre solution. Après tout ce que j'ai vécu, les choses que j'ai dû endurer et ce que j'ai dû faire, que j'ai dû subir et écouter, il n'y a que Dieu pour que je n'ai pas perdu la tête ou que je n'ai pas été suicidaire ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment, vraiment ma foi. Dieu m'a gardé à travers tout ça, vous savez, et c'est pourquoi je peux m'asseoir ici et aller bien. Même si je suis physiquement dans cette prison, je ne me laisserai pas aller mentalement à cet endroit. Je ne leur permettrai pas, ni à ce processus, ni à tout cela, de m'enlever quoi que ce soit. Vous savez, je suis fort dans ma parole, je suis fort dans mes prières, et je crois chaque mot que la Bible dit. Et je sais que tant que je continue à garder ma confiance en lui, à garder ma foi en lui, cela va s'arranger tout seul. Peu m'importe ce que les autres disent à propos du processus, je sais que Dieu répond aux prières et qu'il y a des gens qui prient partout. Des gens nous ont appelés de partout, pas seulement des États-Unis, mais aussi d'autres pays, pour dire à la famille qu'ils priaient avec nous. L'accord a du pouvoir. Il y a un pouvoir dans l'accord de la prière. Je suis donc reconnaissant à tous ceux qui m'ont soutenu, qui m'ont élevé, parce que c'est une bénédiction ici. Vous savez, vous pouvez être ici et parfois, vous savez, vous sentir comme mec, comme comment suis-je encore ici? Mais je croise quelqu'un qui me dit, je n'arrive pas à croire que tu sois ici, mec. Tout au long de ce processus, j'ai rencontré tellement de gens qui m'ont dit, je te soutiens. Ma famille, à l'extérieur, t'a encouragé. Pour toi, c'est une bénédiction. Dieu a été avec moi partout où je suis allé. Et évidemment, en venant en prison, je ne suis pas le genre de gars qui se bat, qui hurle et qui se déchaîne comme ça. Je suis juste tranquille. Et il y a les soucis d'être ici, vous savez, mais comme je l'ai dit, Dieu a été avec moi partout où je suis allé. J'ai été favorisé par, vous savez, des compagnons qui ont veillé sur moi, qui m'ont connu ou qui ont entendu parler de moi d'une manière ou d'une autre. Des gens m'ont contacté sur leur tablette, m'ont envoyé des messages de partout, qui avaient entendu parler de mon cas et voulaient simplement me dire qu'ils me soutenaient et qu'ils priaient pour moi. Je sais que c'est Dieu qui a mis autant de gens autour de moi pour qu'ils me témoignent leur amour pendant tout ce temps. Comment se passe la journée ici? Diriez-vous que... Je travaille dans la cuisine, donc Vous savez, je suis très occupé. Je ne travaille que du jeudi au dimanche. Vous devez travailler 4 jours et vous êtes en congé 3 jours. Mais vous savez, je m'occupe. J'aime bien, je me concentre, je passe beaucoup de temps à me tenir au courant de mes activités sportives parce que c'est ce que j'aime.
Mais vous savez, en dehors de ça, je m'occupe l'esprit, vous savez, parce que je suis juste, c'est un processus, vous savez, c'est quelque chose que vous devez prendre un jour à la fois. Vous avez dit que ce n'était pas la fin de votre histoire. Pas du tout. Racontez-nous votre histoire. Que se passe-t-il ensuite? Je ne peux pas vous dire l'heure, je ne peux pas vous dire la date, mais je vais sortir d'ici et je crois que je serai acquitté. Je crois que tout va s'arranger. Je n'ai pas d'autre choix que de garder ma foi en Dieu. Je sais qu'il a répondu à mes prières lorsque j'ai prié pour la première fois en 26 ans. Je sais qu'il a répondu aux prières de toute ma famille au cours de ces années et des gens que nous avons rencontrés. Et je repars. J'ai rencontré tellement de gens. C'est ce que je veux faire de ma vie. Je veux aider les gens qui sont dans des situations comme la mienne, qui ont été faussement accusés, des gens qui ont besoin du soutien de leur famille, qui ont besoin de quelqu'un pour les aider à trouver un avocat, les aider à trouver un avocat. Vous savez, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font, sont en mesure d'engager un avocat comme vous. Ce système judiciaire n'est pas quelque chose que l'on peut simplement... Il ne suffit pas de se battre, vous savez, il faut avoir beaucoup de soutien pour pouvoir s'en sortir. Et j'ai réalisé au fil du temps que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur, c'est d'aider à faire la différence. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient avoir besoin de ce soutien, qu'il s'agisse d'avocats, de membres de la famille, d'aide financière ou de toute autre forme d'aide que je pourrais apporter. Vous savez, j'ai dit à ma famille que nous allions créer une fondation lorsque tout cela sera terminé. Le seul but est d'aider les gens avant qu'ils n'aillent en prison, les mineurs, tout ça. Je veux juste aider et j'ai l'impression que c'est peut-être la raison pour laquelle j'ai traversé tout cela, pour pouvoir voir comment tout ce processus fonctionne. Depuis le stade juvénile jusqu'à aujourd'hui, au sein du CDT, j'ai appris comment fonctionne ce processus et je veux maintenant utiliser ce que j'ai appris pour aider les gens. Antonio, je vous remercie de m'avoir accordé votre temps. Nous sommes en train de conclure. Vous voulez dire quelque chose à votre famille, à votre femme ou à toute personne qui pourrait regarder cette émission plus tard? À ma femme d'abord, bien sûr, je l'aime beaucoup, beaucoup. Elle est tellement forte pour pouvoir s'occuper de notre fils et continuer à travailler et à faire tout ce qu'elle fait avec les avocats. Elle fait 1 million de choses, mais on ne peut pas savoir à quel point elle est forte. Et vous savez, je suis tellement reconnaissante d'avoir quelqu'un comme elle à mes côtés. Je n'aurais pas pu choisir une meilleure femme pour être mon épouse, et je lui en suis reconnaissant. Et à ma famille, vous savez tous que je vous aime. Je vous remercie tous de continuer à me soutenir et de faire ce voyage avec moi, car il y a eu des hauts et des bas, des hauts et des bas. Mais Dieu est bon, et je suis en paix. Je vais continuer à sourire chaque jour, à ne rien laisser m'enlever ma joie. Et pour tous ceux qui me soutiennent, je vous remercie. J'ai entendu beaucoup de gens qui m'ont tendu la main. Je sais que pour mon anniversaire, j'ai reçu tellement de messages que ma famille m'a envoyé de la part de gens du monde entier qui m'ont souhaité un joyeux anniversaire, des choses comme ça qui signifient beaucoup pour moi. C'est encourageant de voir le soutien qui existe et de savoir qu'il y a des gens qui, malgré ma présence ici, connaissent la vérité. Ils voient la vérité et la vérité sortira. Vous savez, ce qui est fait dans l'obscurité finit toujours par être révélé. Et les choses qui ont été mal faites, l'injustice qui a eu lieu, tout cela sortira un jour. Et je vais continuer à faire confiance à Dieu et à vivre ma vie du mieux que je peux jusqu'à ce que ce moment arrive. Antonio, merci de nous avoir accordé votre temps. Je vous remercie. Je vous remercie. Vous m'entendez toujours? Oui, vous m'entendez d'ici? Vous avez parlé de cet homme masqué 3 fois. De quoi vous souvenez-vous à propos de cet homme masqué cette nuit-là? Regardez le vrai quand vous lui parlez. À propos de l'homme masqué de cette nuit-là, la description que j'ai donnée aux officiers, c'était un homme masqué, les yeux entiers. C'est à peu près tout, mais il est très étrange que la même description soit utilisée pour le cambriolage du gymnase. C'est exactement la même chose, des yeux afro-américains, un masque, tout ce qu'il faut. C'est donc, encore une fois, quelque chose qui m'a semblé vraiment pertinent que le procureur n'a pas jugé pertinent. Pensez-vous que Maxine Waters avait raison de dire que votre père faisait partie d'un réseau de prostitution? Je ne peux pas dire si je pense qu'elle avait raison ou non.
Parce que honnêtement, je ne sais pas. J'ai tellement d'estime pour mon père que j'aurais besoin qu'on me dise « Ok, on a enquêté là-dessus. Ajay, voici ce que nous avons trouvé. Voilà ce que nous savons que ton père a fait X, Y, Z pour que je me dise « D'accord, il a participé à quelque chose comme ça, mais ça n'a jamais fait l'objet d'une enquête. Ils l'ont juste jeté sous le tapis, comme si ça n'avait pas d'importance. » Alors Oui, la dernière pour moi. Le système d'alarme a été un point crucial pour Ryan Trask du 2e au 3e procès. Que pensez-vous du système d'alarme et qu'en pensez-vous aujourd'hui après tout ça? Oui, le système d'alarme a été très important, évidemment, tout au long des procès. Je veux dire que, pour moi, personnellement, j'ai trouvé que Chris avait fait un travail extraordinaire en décomposant l'alarme. Vous avez quoi? 79 erreurs, je crois, rien qu'en juillet, qui n'ont pas été détectées par quelqu'un qui est entré. Monsieur Dacosta a dit que c'était normal, que ce n'était pas grave, mais pour moi, il est le président ou le vice-président de cette entreprise. Il ne peut pas dire que ces 79 erreurs sont préoccupantes, car son téléphone va sonner toute la journée avec des gens qui ont exactement les mêmes problèmes et qui risquent de dire « Si c'est un problème pour cette maison, est-ce que je devrais m'en préoccuper? Mon système d'alarme ne fonctionne-t-il pas? » Il a donc dit ce qu'il avait à dire. Mais en fin de compte, on ne peut pas ignorer le fait que quelqu'un pourrait entrer dans cette maison sans être dans le système d'alarme, sans même le déclencher, ou le fait que le système d'alarme n'a même pas été installé correctement. On n'est pas censé avoir 2 portes sur un même détecteur, mais c'est ce que nous avions. Nous avons ensuite montré que cette porte pouvait s'ouvrir et se fermer, et qu'elle ne pouvait même pas être détectée. Et nous avons montré que vous pouviez entrer dans cette maison et monter directement les escaliers sans être détecté par le détecteur de mouvement du premier étage. Ce sont des choses que nous avons mises en évidence. Et comme je l'ai dit, Chris a fait un travail remarquable en décomposant tout cela, et je ne crois pas au système d'alarme que nous avions. Je ne crois même pas que ce système d'alarme soit encore utilisé. Il s'agissait d'un système à 2 branches. Je ne pense même pas que les entreprises l'utilisent encore à cause des problèmes qu'il posait. Pour moi, c'est donc... je n'y crois pas. L'argument que nous avons avancé en faveur du système d'alarme était factuel. On ne peut pas avoir une centaine d'erreurs au cours des 3 mois précédant les meurtres et dire que ce n'est pas un problème. C'est un problème. Et c'est tout le temps dont nous disposons. Merci, Antonio.